Donc, pour répondre à cette question, il faut souligner ce que nous appelons les différentes branches techniques de réglementation en droit international privé. Dès qu'un rapport de droit présente un ou plusieurs éléments d'extranité, et il est donc rattaché à plusieurs systèmes juridiques, il se pose le problème d'option. Parmi les différents systèmes qui ont normalement tous vocation à s'appliquer, le juge doit choisir celui qui convient de retenir en définitive. Donc le choix normalement pour le juge, ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas arbitraire non plus. Donc il dépend souvent normalement de ce que nous appelons les règles de conflit en matière de droit international privé. Le champ d'application suppose aussi la présence concurrente de plusieurs lois appartenant à des États différents. La solution, ce n'est pas l'élimination arbitraire de quelques-unes entre elles au profit d'une seule, mais c'est l'agencement le plus rationnel pour garder au droit international privé la mission qui est la sienne, c'est-à-dire la coopération judiciaire et juridique internationale. Alors, le DP obéit donc à ce stade à une méthode propre. Il possède une méthode originale qui est plutôt la méthode conflictuelle de loi. Cette méthode, il repose sur les règles de conflit. Ces règles de conflit sont elles-mêmes des règles du fort. Qu'est-ce que ça veut dire des règles du fort? Ça veut dire des règles intérieures, des règles de système ou de l'État, du juge qui est saisi par l'affaire. Et chaque système de droit a son propre système de droit international privé et donc sa propre règle de conflit, de manière à ce que il est fréquent qu'un même litige reçoit une solution différente selon qu'il est soumis au tribunal de tel pays ou de tel autre. D'où les critiques adressées à la méthode conflictuelle, accusée d'accentuer encore le caractère international de droit international privé. Et donc c'est pour cela une controverse normalement divise les internationalistes. Et une méthode se trouve en concurrence avec la méthode conflictuelle. Elle consiste à élaborer les règles matérielles du droit international privé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une règle, ou plutôt que la méthode conflictuelle? Donc, chaque fois qu'un tribunal a à connaître d'un litige dans lequel il y a un élément d'extranité, le tribunal va consulter sa propre règle de conflit, c'est-à-dire la règle interne, et son propre système de DIP, et il va déterminer ensuite la loi applicable par référence à cette règle de conflit, c'est-à-dire la règle interne, la règle du juge ou la règle du fort, si on dit les choses de cette manière. Et ainsi, les solutions de DIP seront données par le biais d'un facteur de rattachement auquel on va se référer, par exemple. Le magistrat va choisir une règle de rattachement et c'est suivant cette règle de rattachement qu'il va notamment choisir la loi applicable. Et pour savoir quelle est la solution juridique à ce problème, on doit se soumettre à une règle à dégager. D'abord, facteur de rattachement. Exemple, qui est la nationalité ou le domicile. C'est-à-dire le magistrat, il va prendre en considération une règle de conflit et un facteur de rattachement. Ce facteur de rattachement, c'est généralement soit la nationalité, soit le domicile. Des fois, dans certaines affaires, on trouve même la religion. Et ou bien le lieu justement de la signature d'un contrat, en matière de contrat. On choisit aussi quel est le facteur de rattachement qui importe pour appliquer le droit. C'est donc un procédé indirect car c'est une règle qui nous renvoie à une réglementation interne de tel pays déterminé pour donner la solution et non une règle qui résoudra
tous les problèmes. C'est-à-dire, lorsque nous parlons d'une règle conflictuelle, une règle de conflit, il ne nous donne pas la solution tout de suite, mais il nous envoie à un système, et ce système, on va chercher la solution. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il va se poser le problème par la suite de ce que nous appelons le renvoi. Parce que cette règle de conflit, il peut nous envoyer vers un système et ce système, lorsque on veut l'appliquer, le problème qui va se poser, est-ce qu'on va appliquer tout le système, y compris de la loi étrangère, y compris la règle de conflit, ou on va aller directement à la loi, c'est-à-dire à la règle adéquate à ce conflit. Et d'où le problème justement de ce que j'appelle ou nous appelons le renvoi, et le renvoi de premier degré au deuxième degré, etc. Il faut souligner aussi que le problème de conflit de loi, c'est un problème d'option, comme je viens de le dire. C'est un problème de choix entre plusieurs rattachements possibles. Par exemple, un divorce est demandé par une personne contre son conjoint de nationalité différente devant des juridictions marocaines. Ces juridictions feront, elles, application de la loi nationale du mari, la loi nationale de l'épouse ou la loi marocaine. Donc là, nous avons le choix entre trois règles entre trois lois. Et ce choix entre trois lois, c'est la règle de conflit qui nous a envoyé justement vers ce choix. Il résulte de cela que la règle de conflit de loi est essentiellement première règle bilatérale qui peut donner indifféremment compétence à la loi locale ou à la loi étrangère. Il faut souligner aussi que chaque État a son propre système de solution du conflit, c'est-à-dire chaque État a ses propres règles de conflit. Ces règles de conflit qui désignent notamment la loi applicable, la loi applicable du pays qui a le rattachement le plus important avec le rapport de droit en cause, par exemple. Mais cette méthode conflictuelle a été critiquée à plusieurs reprises au point que on parle de crise de conflit de loi. Et surtout lorsque ces règles de conflit nous envoient, notamment ils nous mettent devant devant une situation compliquée qui est le renvoi, et notamment le renvoi à plusieurs degrés. Et pour ces raisons on se trouve dernièrement notamment de plus en plus vers d'autres méthodes fondées sur l'élaboration des règles propres au droit international privé. C'est-à-dire que les États essayent de trouver des règles d'application, notamment propres au droit international privé, ou passer par ce que nous appelons même, pourquoi pas, l'harmonisation des règles en matière de droit international privé. Et aussi, cela nous emmène bien sûr à parler dans ce sens de ce que j'appelle les règles matérielles. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par règles matérielles? Ce sont des règles substantielles qui traduit l'idée fondamentale. Il s'agit des règles régissant directement le fond du litige. Elles s'appliquent immédiatement au rapport de droit envisagé, sans passer par la méthode de désignation d'une règle substantielle interne par une règle de conflit. Les règles matérielles en droit international privé sont donc des règles spécialement destinées aux relations internationales. Une règle spécifique conçue pour un problème international déterminé. Ce sont des procédés relativement rares, on le trouve surtout dans le domaine du commerce international. Ça veut dire que chaque État, il réglemente une règle spéciale à un conflit dans lequel il y a l'élément d'extranité. Mais généralement, ces règlements intérieurs de ces États,
ils trouvent leur source normalement des conventions internationales adéquates à ce type de litige, notamment en matière de droit de commerce international. Et dans ce sens, je cite l'exemple de la Convention de La Haye portant loi uniforme en matière de vente internationale d'objets mobiliers corporels, dont l'article 90 du 15 juin 1955 qui dispose, c'est-à-dire de la Convention du 15 juin 1955, qui dispose les frais de délivrance de la chose sont à la charge du vendeur. Tous les frais postérieurs à la délivrance à la charge de l'acheteur. Là, c'est une règle à appliquer immédiatement. Toujours dans le même sens, un troisième procédé qui s'appelle les lois d'application immédiate. Les lois d'application immédiate. Ce troisième procédé de réglementation consiste à appliquer une hypothèse des dispositions de droit interne, tout simplement. Il existe des cas où l'application des lois internes doit nécessairement avoir lieu, bien qu'on doit prendre en considération des problèmes de la vie interne. Exemple, le législateur marocain de 1936 a prévu une semaine de 48 heures de travail. Si cela ne s'appliquait pas qu'aux employeurs nationaux, la loi n'atteindrait pas son but. Et donc, les employeurs étrangers chercheraient notamment des employés qui travaillent plus de 48 heures pour le même salaire. On appelle aussi la loi d'application immédiate toutes les lois étrangères qui s'appliquent directement sans passer par la règle de conflit classique, qui désigne. On peut dire que le critère de distinction est la volonté ou l'intérêt de l'État, à voir s'appliquer ou non sa propre loi en vue d'un but déterminé. Et cette méthode qui est les règles d'application immédiate, les États les prennent en considération lorsqu'ils voient notamment dans cette méthode une protection et une sauvegarde, si vous voulez, de l'organisation politique, sociale et économique du pays, c'est-à-dire l'intérêt du pays. Lorsque chaque État il voit que dans son intérêt, que ce soit économique, politique ou social, créer des règles d'application immédiate, donc il n'hésite pas et il crée des règles justement d'application immédiate en matière de droit international privé. Alors voilà un tour à peu près pas très vaste, mais nous arrivons maintenant à la séquence relative aux règles de conflit de loi, c'est-à-dire la théorie générale des conflits de loi, notamment les conflits de qualification. Les premiers auteurs, si vous voulez, ou juristes qui ont soulevé cette question et cette théorie, c'est le Bartha et Kahn. Alors, l'importance dans la qualification en droit international privé, normalement, il est plus important que la qualification dans le droit interne. Pourquoi? Parce qu'il commande tout simplement la solution de conflits de loi. Dans ce type de conflit de qualification, c'est d'ailleurs la première étape ou la première étape que le magistrat va prendre en considération lorsqu'il est devant un litige dans lequel il y a un élément d'extranité. Le droit international privé pose des catégories de rattachement. Il décide, par exemple, que l'État et la capacité sont soumises à la loi nationale et les conflits à la loi d'autonomie. Alors, de ce fait, le juge qui doit déterminer la loi applicable à une institution déterminée est nécessairement conduit à classer l'institution en question dans l'un ou l'autre de ces catégories. La loi susceptible de régir le rapport de droit en question dépend aussi de l'étiquette que l'on pose à ce rapport de droit. C'est-à-dire, le magistrat, lorsqu'il est devant un conflit, il doit qualifier justement ce litige.
De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'une institution du mariage? Est-ce qu'il s'agit d'une union notamment libre et qui ressemble justement à l'institution de mariage? Aussi, est-ce qu'il s'agit d'une adoption, d'une... Et donc, le magistrat, lorsqu'il est devant un conflit de ce genre-là, il doit qualifier le conflit, dire de quoi s'agit-il exactement, et le classer notamment dans les catégories adéquates. Deuxième exemple, c'est le mariage du grec orthodoxe, cassation civile, 22 juin 1955. C'est l'affaire Karaslamès. Voilà un grec orthodoxe épouse civilement une française en France, alors que la loi grecque exige une célébration religieuse. Et donc la question qui va se poser, est-ce que le mariage est valable? Et donc est-ce qu'il est valable déjà devant le juge français et en même temps devant le juge grec? La réponse ici dépend de la qualification donnée de cette condition de mariage. Est-ce que le mariage devant l'Église ou le mariage religieux, c'est une condition de fond ou de forme? Si le juge considère l'exigence de la célébration religieuse est une condition de fond, soumise à la loi nationale, donc c'est la loi grecque qui doit être appliquée et le mariage est nul. Mais si au contraire, il considère que la célébration religieuse, c'est une condition de forme, et en ce moment-là, soumise à la loi du lieu de la célébration du mariage, c'est la loi française qui est applicable, et donc le mariage n'est pas nul. Donc le mariage est valable. Le droit grec considère l'exigence de la célébration religieuse comme une condition de fond du mariage, alors que le droit français le considère, c'est-à-dire cette célébration, ce n'est qu'une question de forme qui ne donne pas la nullité du contrat de mariage. Et c'est comme ça que le problème de qualification est né, comme vous le remarquez. Le problème de qualification, il n'est pas propre au droit international privé, parce qu'on le trouve même dans les autres branches de droit, et notamment de droit interne. Si on prend le droit civil, le juge, par exemple, est appelé à rechercher si un contrat est une vente ou une location. Ou encore, est-ce qu'il s'agit d'un contrat de travail ou d'un contrat d'entreprise? Et donc, ici, quand on dit qualification comme ça, sans l'attacher au droit international privé, normalement, le problème, il n'est pas étranger au droit, tout simplement parce que le magistrat, dans n'importe quel conflit, il doit qualifier. Mais seulement la qualification en matière de droit international privé a autre, si vous voulez, orientation, une autre orientation. Puisque le problème spécifique n'est pas seulement celui de la qualification en elle-même, mais celui de conflit de qualification. Parce que pour lui, le magistrat, il va qualifier un litige de tel, ou une institution de tel, mais peut-être lorsqu'il veut appliquer la règle, justement la loi applicable selon la règle de conflit, il va trouver que cette loi applicable ne reconnaît pas, par exemple, cette institution, ou bien il ne qualifie pas ce problème et ces questions comme lui, le juge du fort, il l'a qualifié. Et donc là, le problème qui se pose en matière de droit international privé, c'est pas le conflit en lui-même, mais c'est pas la qualification en elle-même, mais plutôt le conflit de qualification. Troisième exemple, le testament du Hollandais. L'ancien article 992 du Code civil néerlandais interdit les Hollandais de
tester, c'est-à-dire de faire un testament en la forme holographe, et considère que cette prohibition vaut même pour les Hollandais qui se trouvent à l'étranger. C'est-à-dire la loi, pour eux, doit s'appliquer même sur les Hollandais, même lorsqu'ils ne sont plus sur le territoire hollandais. Au contraire, le droit français admet le testament holographe. Aussi, si un Hollandais rédige en France son testament sous la forme holographe, il y a un intérêt déterminé si ce testament relève de la loi française qui le valide ou de la loi néerlandaise qui l'annule. Et donc, là aussi, la réponse dépend de la qualification attribuée à la question, c'est-à-dire comment le magistrat va qualifier cette condition, cette condition, est-ce qu'il est une condition de fond ou de forme. Et donc, si on considère que le caractère holographe du testament est une question de forme, donc cela va conduire automatiquement à appliquer la loi française en vertu de la règle locus regi actum, c'est-à-dire l'acte il est régi par la loi du pays sur du lieu justement de cet acte. Mais si on considère le caractère holographe du système comme une question de fond, c'est-à-dire de capacité, on est conduit à appliquer la loi néerlandaise autant que loi nationale justement de testateur, c'est-à-dire de la personne qui fait ce testament. Troisième section. Et pour illustrer cette question, nous citons trois exemples. L'exemple de la succession du Maltais, Bartholo. Deuxième exemple, le testament du Hollandais. Et troisièmement, le mariage du grec orthodoxe. D'abord, la succession du Maltais. Alger, 24 décembre 1889. On est dans les années 1889. L'Algérie est normalement considérée comme français. Et donc, c'est la loi française qui est en question de s'appliquer ou de non. C'est-à-dire, s'il y a un conflit de loi, ça va être un conflit de loi française avec d'autres lois étrangères. Et donc là, le problème se posait de la manière suivante. Deux conjoints anglo-maltais qui se marient à Malte, où ils établissent leur premier domicile conjugal. Par la suite, ils vont immigrer en Algérie, où le mari va décéder par la suite. La femme, c'est-à-dire la veuve, il va prétendre un droit sur les immeubles situés en Algérie. C'est un droit reconnu à l'époux survivant par la loi maltaise, ce qui est appelé que la carte du conjoint pauvre. Le problème consistait à partir de là à déterminer si la carte du conjoint pauvre était un avantage matrimonial, et donc c'est un droit qui est lié au régime matrimonial, et dans ce cas, il devrait être classé dans la catégorie de rattachement relative au régime matrimonial. C'est-à-dire, on va le chercher dans les règles qui réglementent les régimes matrimoniaux. Ou bien, elle ne constituait pas plutôt un droit de régime matrimonial, mais plutôt un régime plutôt un droit de succession, ce qui conduit à l'intégrer dans ce cas-là dans la catégorie de rattachement. La loi applicable est donc les prétentions de la veuve dépendaient de la qualification. Donc, comment le juge va qualifier ce qu'il demande? Est-ce qu'il va qualifier comme étant un problème qui est attaché au régime matrimonial?
Et dans ce cas, normalement, c'est la loi maltaise qui va s'appliquer parce qu'il concerne le régime matrimonial et donc, selon la règle de conflit française à l'époque, c'est la loi justement nationale des époux, ou bien il va être qualifié comme étant un problème qui touche la succession. Et en ce moment-là, c'est la loi française qui va être appelée à appliquer parce que il s'agit justement de la succession en matière de biens immobiliers et selon la règle de conflit française, lorsqu'il y a ce type de problème, c'est la loi française qui va s'appliquer lorsqu'il s'agit de la succession en matière de biens immobiliers. Donc, pour répondre à cette question, il faut souligner ce que nous appelons les différentes branches techniques de réglementation en droit international privé. Dit qu'un rapport de droit présente un ou plusieurs éléments d'extranité et il est donc rattaché à plusieurs systèmes juridiques qui se pose le problème d'option. Parmi les différents systèmes qui ont normalement tous vocation à s'appliquer, le juge doit choisir celui qui convient de retenir en définitive. Donc le choix normalement pour le juge, ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas arbitraire non plus. Donc il dépend souvent normalement de ce que nous appelons les règles de conflit en matière de droit international privé. Le champ d'application suppose aussi la présence concurrente de plusieurs lois appartenant à des États différents. La solution, ce n'est pas l'élimination arbitraire de quelques-unes entre elles au profit d'une seule, mais c'est l'agencement le plus rationnel pour garder au droit international privé la mission qui est la sienne, c'est-à-dire la coopération judiciaire et juridique internationale. Alors, le DP obéit donc à ce stade à une méthode propre. Il possède une méthode originale qui est plutôt la méthode conflictuelle de loi. Cette méthode, il repose sur les règles de conflit. Ces règles de conflit sont elles-mêmes des règles du fort. Qu'est-ce que ça veut dire des règles du fort? Ça veut dire des règles intérieures, des règles de système ou de l'État du juge qui est saisi par l'affaire. Et chaque système de droit a son propre système de droit international privé et donc sa propre règle de conflit, de manière à ce que il est fréquent qu'un même litige reçoit une solution différente selon qu'il est soumis au tribunal de tel pays ou de tel autre. D'où les critiques adressées à la méthode conflictuelle, accusée d'accentuer encore le caractère international de droit international privé. Et donc c'est pour cela une controverse normalement divise les internationalistes et une méthode se trouve en concurrence avec la méthode conflictuelle. Elle consiste à élaborer les règles matérielles du droit international privé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une règle, ou plutôt que la méthode conflictuelle? Donc, chaque fois qu'un tribunal a à connaître d'un litige dans lequel il y a un élément d'extranité, le tribunal va consulter sa propre règle de conflit, c'est-à-dire la règle interne, et son propre système de DIP, et il va déterminer ensuite la loi applicable par référence à cette règle de conflit, c'est-à-dire la règle interne, la règle du juge ou la règle du fort, si on dit les choses de cette manière. Et ainsi, les solutions de DIP seront données par le biais d'un facteur de rattachement auquel on va se référer par exemple. Le magistrat va choisir une règle de rattachement et c'est suivant cette règle de rattachement qu'il va notamment choisir la loi applicable. Et pour savoir quelle est la solution juridique à ce problème, on doit se soumettre à une règle à dégager. D'abord facteur de rattachement. Exemple, qui est la nationalité ou le domicile. C'est-à-dire le magistrat, il va prendre en considération une règle de conflit et un facteur de rattachement.
Ce facteur de rattachement, c'est généralement soit la nationalité, soit le domicile. Des fois, dans certaines affaires, on trouve même la religion et ou bien le lieu justement de la signature d'un contrat en matière de contrat. On choisit aussi quel est le facteur de rattachement qui importe, ou plutôt qui importe pour appliquer le droit. C'est donc un procédé indirect car c'est une règle qui nous renvoie à une réglementation interne de tel pays déterminé pour donner la solution et non une règle qui résoudra tous les problèmes. C'est-à-dire lorsque nous parlons d'une règle conflictuelle, une règle de conflit, il ne nous donne pas la solution tout de suite, mais il nous envoie à un système et ce système, on va chercher la solution. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il va se poser le problème par la suite de ce que nous appelons le renvoi. Parce que cette règle de conflit, il peut nous envoyer vers un système et ce système, lorsque on veut l'appliquer, le problème qui va se poser, est-ce qu'on va appliquer tout le système, y compris de la loi étrangère, y compris la règle de conflit, ou on va aller directement à la loi, c'est-à-dire à la règle adéquate à ce conflit. Et d'où le problème justement de ce que j'appelle ou nous appelons le renvoi, et le renvoi de premier degré au deuxième degré, etc. Il faut souligner aussi que le problème de conflit de loi, c'est un problème d'option, comme je viens de le dire. C'est un problème de choix entre plusieurs rattachements possibles. Par exemple, un divorce est demandé par une personne contre son conjoint de nationalités différentes devant des juridictions marocaines. Ces juridictions feront, elles, application de la loi nationale du mari, la loi nationale de l'épouse ou la loi marocaine. Donc là, nous avons le choix entre trois règles, entre trois lois. Et ce choix entre trois lois, c'est la règle de conflit qui nous a envoyé justement vers ce choix. Il résulte de cela que la règle de conflit de loi est essentiellement première règle bilatérale qui peut donner indifféremment compétence à la loi locale ou à la loi étrangère. Il faut souligner aussi que chaque État a son propre système de solution du conflit, c'est-à-dire chaque État a ses propres règles de conflit. Ces règles de conflit qui désignent notamment la loi applicable, la loi applicable du pays qui a le rattachement le plus important avec le rapport de droit en cause, par exemple. Mais cette méthode conflictuelle a été critiquée à plusieurs reprises au point que on parle de crise de conflit de loi. Et surtout lorsque ces règles de conflit nous envoient, notamment ils nous mettent devant, devant une situation compliquée qui est le renvoi, et notamment le renvoi à plusieurs degrés. Et pour ces raisons on se trouve dernièrement, notamment de plus en plus vers d'autres méthodes fondées sur l'élaboration des règles propres au droit international privé. C'est-à-dire que les États essayent de trouver des règles d'application, notamment propres au droit international privé, ou passer par ce que nous appelons même, pourquoi pas, l'harmonisation des règles en matière de droit international privé. Et aussi, cela nous emmène bien sûr à parler dans ce sens de ce que j'appelle les règles matérielles. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par règles matérielles? Ce sont des règles substantielles qui traduisent l'idée fondamentale. Il s'agit des règles régissant directement le fond du litige. Elle s'applique immédiatement au rapport de droit envisagé, sans passer par la méthode de désignation d'une règle substantielle interne par une règle de conflit. Les règles matérielles en droit international privé sont donc des règles spécialement destinées aux relations internationales. Une règle spécifique conçue pour un problème international déterminé. Ce sont des procédés relativement rares, on le trouve surtout dans le domaine du commerce international. Ça veut dire que chaque État, il réglemente une règle spéciale, un conflit dans lequel il y a l'élément d'extranité.
Mais généralement, ces règlements internes, intérieurs de ces États, ils trouvent leur source normalement des conventions internationales adéquates à ce type de litige, notamment en matière de droit de commerce international. Et dans ce sens, je cite l'exemple de la Convention de La Haye portant loi uniforme en matière de vente internationale d'objets mobiliers corporels, dont l'article 90 du 15 juin 1955 qui dispose, c'est-à-dire de la Convention du 15 juin 1957, 55, qui dispose les frais de délivrance de la chose sont à la charge du vendeur. Tous les frais postérieurs à la délivrance à la charge de l'acheteur. Là, c'est une règle à appliquer immédiatement. Toujours dans le même sens, un troisième procédé qui s'appelle les lois d'application immédiate. Les lois d'application immédiate. Ce troisième procédé de réglementation consiste à appliquer une hypothèse des dispositions du droit interne, tout simplement. Il existe des cas où l'application des lois internes doit nécessairement avoir lieu, bien qu'on doit prendre en considération des problèmes de la vie interne. Exemple, le législateur marocain de 1936 a prévu une semaine de 48 heures de travail. Si cela ne s'appliquait pas qu'aux employeurs nationaux, la loi n'atteindrait pas son but. Et donc, les employeurs étrangers chercheraient notamment des employés qui travaillent plus de 48 heures pour le même salaire. On appelle aussi la loi d'application immédiate toutes les lois étrangères qui s'appliquent directement sans passer par la règle de conflit classique, qui désigne, on peut dire que le critère de distinction est la volonté ou l'intérêt de l'État, à voir s'appliquer ou non sa propre loi en vue d'un but déterminé. Notamment Batifol et d'autres auteurs. Le quart de l'époux, ou l'époux maltais, ou encore l'affaire Forgo et autres. Et donc, toute la matière, toute la matière de droit international privé, la source, c'est la jurisprudence, c'est-à-dire ces solutions intelligentes des tribunaux qui ont justement forgé des normes, des solutions adéquates et que jusqu'à maintenant on les prend en considération dans cette matière qui est le droit international privé et notamment en matière de conflit de loi. Troisième source, toujours interne, c'est la doctrine. Alors on dit souvent que le droit international privé, c'est un droit savant. Pourquoi ? Parce que c'est une matière qui est aussi basée encore plus sur la doctrine. La matière de conflit de loi se prête bien plus que les autres branches du droit à ces écrits, à cette spéculation, j'allais dire, intellectuelle, et même à la construction du système. Et c'est ça qui explique le rôle important joué par la doctrine, notamment en matière de droit international privé. Et là, je fais allusion à plusieurs, si vous voulez, références doctrinales des ouvrages des auteurs en la matière, notamment en ce qui concerne les sources internationales, donc il faut souligner l'existence de plusieurs conventions et traités à caractère international. Et ils peuvent être des conventions bilatérales ou encore multilatérales. En ce qui concerne les traités bilatéraux, je donne l'exemple de la Convention franco-marocaine du 10 août 1982. À l'origine, c'était la Convention de 5 octobre 1937. Et maintenant, il a été revu par le 10 août 1982, cette convention relative au statut des personnes et de la famille qui nous donne justement des solutions lorsqu'il y a un conflit de loi dans lequel il y a deux personnes deux personnes qui ont soit la nationalité la nationalité française et l'autre la nationalité marocaine, où il y a un élément d'extranité notamment qui met en question ou qui fait appel à l'application d'une loi marocaine, de la loi marocaine ou de la loi française. Nous citons aussi d'autres conventions à caractère bilatéral, notamment la convention maroco-tunisienne de 30 mars 1952
relative aussi à l'exéquatur, et aussi la convention hispano-marocaine relative au statut des personnes de la famille, mais aussi la convention belgo-marocaine qui aussi, comme la convention franco-marocaine, touche à la règle de conflit relative à la compétence des lois, c'est-à-dire la loi marocaine ou la loi belge, ou encore l'exéquatur et la reconnaissance des décisions et la compétence de juridiction des deux États. En ce qui concerne les traités multilatéraux, ces traités visent notamment des règles des valeurs universelles, mais ce type de convention, ce n'est pas toujours facile à les appliquer et à les, même si vous voulez, j'allais dire les produire, parce que, comme vous le savez, le droit international privé, c'est une matière qui touche justement certaines branches, notamment le droit de la famille. Et qui dit droit de la famille ou droit des personnes, il y a des grandes différences entre les États, mais aussi entre même les cultures. Ça dépend des régions. Par exemple, la polygamie, le divorce, l'adoption, c'est la garde d'enfants. Et donc, toutes ces institutions, et nous trouvons des grandes contradictions entre les pays, par exemple, musulmans, arabo-musulmans, qui... Mais cela n'empêche qu'il existe des conventions à caractère international, multilatéral, qui ont pu quand même unifier le droit applicable dans certaines matières, notamment en matière de transport par chemin de fer, le transport justement routier, le transport aérien, la vente internationale d'objets mobiliers corporels. Et donc, dans plusieurs domaines, nous trouvons des conventions qui contiennent notamment des solutions prêtes à appliquer. Et chaque État, chaque État qui signe ou qui adopte, notamment ratifie cette convention, doit notamment appliquer ces règles d'une manière directe. C'est-à-dire qu'elles vont devenir comme des règles internes pour chaque État. En outre, il faut souligner aussi qu'il y a beaucoup des efforts d'unification des règles de conflit ces efforts ont été entrepris par la conférence de La Haye, notamment de droit international privé, et par d'autres organismes pour pouvoir donner une seule solution et une seule, si vous voulez, règle à appliquer. C'est pour harmoniser, si vous voulez, les droits ou les textes applicables et les solutions applicables lorsqu'il s'agit des conflits dans lesquels il y a ces éléments d'extranité, et notamment en matière commerciale. Nous trouvons ce type, si vous voulez, des règles unifiées en matière commerciale et en matière de droit des affaires. Il faut noter aussi à côté de ces sources une autre source qui est à caractère aussi jurisprudentiel, mais qui émane cette fois-ci des juridictions internationales. Cela constitue une source très importante quand même en matière de droit international privé et notamment en matière de nationalité et des conditions des étrangers. Et dans ce cadre, je peux citer quelques décisions, notamment la Cour internationale de justice, dans son avis du 7 février 1923, lorsqu'il est intervenu dans un différend entre la France et l'Angleterre au sujet de décrets français sur la nationalité en Tunisie et au Maroc, et qui énonce justement par cet avis de 7 février 1923 qu'en matière de nationalité, les États ne sont pas liés les uns vis-à-vis des autres par aucune obligation autre que celle qui résulte des traités. Autre exemple, dans l'affaire notamment Noutbon de 6 avril 1955, la Cour internationale de justice décide qu'un État ne saurait assumer la protection diplomatique d'un individu qu'il regarde comme son national, quand le bien de la nationalité est d'insuffisance effective, c'est-à-dire et aussi la Cour de justice internationale limite la liberté des États quant à l'acquisition de la nationalité. Et donc, c'est ce type d'intervention par ces juridictions internationales, ils peuvent des fois toucher à ce que nous appelons, on a appelé tout à l'heure la souveraineté de l'État. En matière de conditions des étrangers, la Cour aussi a décidé, par exemple, que l'expropriation sans indemnité est différent au droit commun international, ce qui implique que les États ne sont pas libres de traiter comme ils veulent les étrangers. Arrêt du 25 mai 1926 relative à l'expropriation d'usines allemandes par la Pologne.
Donc ça, en ce qui concerne les juridictions, la jurisprudence des juridictions internationales, il faut rajouter à cela la jurisprudence aussi arbitrale, c'est-à-dire les décisions qui émanent des instances arbitrales, التحكيم. La Cour de justice internationale de justice n'étant ouverte qu'aux États et donc inapte à trancher toutes les questions de DIP, nées des relations d'affaires. Et donc, cela va faire appel justement en matière de commerce international. Cela va faire appel, bien sûr, à l'intervention des instances arbitrales. Alors, le commerce, par exemple, se faisait entre ressortissants de pays différents. Les tribunaux étatiques font objet de méfiance de la part de partenaires étrangers et la pratique s'est alors tournée vers l'arbitrage de droit privé dans les contrats, notamment internationaux. Alors, dans ce cadre, il existe des organismes permanents spécialisés dans l'arbitrage international. Les règles du fond applicables par les sentences arbitrales sont un mélange emprunté à la fois du droit international public, aux principes communs aux différents législatifs, aux principes généraux du droit et aux usages de commerce international. Il faut noter que les nombreuses sentences déjà rendues ont fini par dégager un certain nombre de règles communes et spécifiques au commerce international. On parle en ce moment-là, c'est-à-dire ces juridictions, ces solutions qui émanent justement de ces instances arbitrales. Ils font appel, si vous voulez, à ce que nous appelons la lex mercatoria, c'est-à-dire la loi du marché, pour justement faciliter ce type de relations juridiques en matière notamment de commerce, avec tous les caractères que connaît le commerce et notamment le commerce international. Aussi, quand on parle de droit international privé, il y a un élément très important qu'on doit souligner, à savoir les différentes branches techniques de réglementation en DIP, c'est-à-dire comment faire pour réglementer une affaire en matière de droit international privé. Quelles sont les techniques à suivre justement pour choisir telle loi et pour rendre justice, notamment en matière de droit international privé. C'est ce que nous allons voir sous ce petit titre ou cette séquence qui est les différentes branches techniques de réglementation en DIP. Les sources de droit international privé. Ces sources, on peut les trouver ou peuvent être soit à caractère interne ou international. Pour ce qui est des sources internes, c'est-à-dire les sources de droit international privé à caractère interne. D'abord, la loi. Est-ce que le texte de la loi peut constituer une source de droit international privé? Bien sûr, en prenant en considération tous les caractères dont nous avons parlé la dernière fois de cette matière qui est le droit international privé, c'est-à-dire une matière qui régit ces relations entre privés, d'accord, mais avec un élément d'extranité. Que ce soit au Maroc ou en France ou dans d'autres pays, la loi, normalement, ne peut jouer un rôle important qu'en matière, notamment la nationalité, les conditions des étrangers et aussi en matière de compétences de juridiction, c'est-à-dire en matière de conflit de juridiction, si je peux le dire comme ça. En matière de la nationalité, c'est tout à fait normal, parce que on a dit que la nationalité fait partie de ce domaine de droit international privé, mais il reste quand même une matière sur laquelle chaque État a sa souveraineté, ou dans laquelle chaque État a sa souveraineté. Chaque État, elle garde toujours sa souveraineté, sa compétence de légiférer en la matière et de dire que d'attribuer sa nationalité à telle personne ou à telle personne. Donc là, il y a cette liberté de chaque État. Certes, on parle de la liberté des individus d'avoir une nationalité, mais cette liberté d'avoir une nationalité ne doit pas normalement s'opposer au droit à chaque État d'avoir sa souveraineté sur justement dans ce domaine-là et attribuer sa nationalité aux gens aux individus qu'ils jugent normalement les sources de droit international privé. Le DIP, c'est-à-dire le droit international privé, se présente comme un droit national. Et la qualification DIP a été critiquée à plusieurs reprises. Mais le droit international privé est
toujours un droit qui est spécifique par rapport aux autres droits, que ce soit le droit privé ou les différentes branches de droit privé ou le droit ou du droit public. Le droit international privé trouve ses sources de deux côtés, un côté interne et un côté international. En ce qui concerne les sources internes, quand on parle des sources internes, c'est-à-dire on fait allusion au texte de loi, bien sûr, à la doctrine et à la jurisprudence interne. Pour ce qui est la loi, normalement, quand on dit droit international privé, ça veut dire que il y a un élément d'extranité, mais ça veut dire aussi que le magistrat, lorsqu'il est devant un conflit dans lequel il y a deux parties et il y a un élément d'extranité, il est dans l'obligation de passer par le fait de chercher la loi applicable. Parce que lorsque nous sommes devant cet élément d'extranité, sûr et certain, il y a une concurrence, si je peux le dire de cette manière, entre deux lois qui doivent normalement s'appliquer. Une seule loi qui doit s'appliquer, c'est-à-dire le magistrat doit choisir une loi ou un système juridique parmi les deux ou trois systèmes juridiques qui s'imposent dans ce type de conflit. Les textes normalement internes en matière de droit international privé, nous en trouvons pas beaucoup, et notamment dans les conflits de loi. Dans les conflits de loi, il n'y a pas beaucoup de textes internes, c'est-à-dire des textes de loi qui sont à caractère matériel, d'une application immédiate. Mais dans d'autres matières, notamment le conflit de juridiction, la nationalité et aussi les conditions civiles des étrangers, dans ces domaines-là, les textes de loi, c'est-à-dire chaque État, il peut tout simplement réglementer ces différents litiges en promulguant des lois, des textes de loi ou encore des textes réglementaires et autres. Et donc, quand on parle de la loi interne ou des sources internes, notamment la loi, surtout, on prend en considération les trois matières ou les trois domaines, à savoir les conflits de juridiction, c'est-à-dire la compétence des tribunaux et des magistrats, mais aussi l'exécution des décisions étrangères sur le territoire national, et aussi le droit de la nationalité, parce que chaque État, il est souverain de légiférer en matière de nationalité et d'accepter ceux qui sont qui ont le droit d'avoir sa nationalité, d'être ses sujets, mais sujets là je le mets entre parenthèses, mais aussi pour les conditions des étrangers, chaque État a le droit aussi de préciser quelles sont les conditions pour des étrangers vivant sur son territoire à respecter pour pouvoir bien sûr jouir de leurs droits et notamment de leurs droits civils. Certains pays, notamment si je regarde un petit peu le droit comparé, certains régimes, et notamment régimes arabo-musulmans, ils ont même des textes, si vous voulez, des lois, ce que j'appelle des règles matérielles, application immédiate, même en matière de conflit de loi. Contrairement, par exemple, au droit marocain, dans lequel on ne trouve pas beaucoup de textes de loi relatifs au conflit de loi, au conflit des lois. Et dans ce cadre-là, je donne l'exemple, notamment le code civil syrien ou encore le code civil irakien et aussi le code civil égyptien. Aussi le code civil algérien, notamment, qui contient des dispositions relatives, par exemple, au conflit de loi, c'est-à-dire des règles d'application immédiate en conflit de loi, pas seulement en conflit de juridiction ou en ce qui concerne la nationalité ou en ce qui concerne les conditions des étrangers. Pour le Maroc, le DEC, ou plutôt le DCC, c'est-à-dire le Dahir des conditions civiles des étrangers de 12 août 1913, constitue la source principale de droit international privé. Ainsi, le premier code marocain, code, mais il s'agit d'un dahir tout simplement qui réglemente la situation, tout simplement, lorsqu'il nous parle que pour la capacité, par exemple, ou tout ce qui est droit personnel, la loi applicable, c'est la loi de la nationalité. C'est la loi nationale des personnes. Mais au fait, ça, ce n'est pas vraiment une règle d'application immédiate. Ce n'est pas une loi qu'on peut appliquer directement.
lorsqu'il nous dit le texte, la loi applicable, c'est la loi nationale ou la loi du pays dont la personne porte la nationalité, ça veut dire qu'on doit aller chercher dans ce droit et dans cette loi étrangère pour voir la solution. C'est-à-dire, il ne nous donne pas une solution directe. Par contre, en matière de juridiction, notamment le Dahir 1959 modifié le 4 août 1956, relative au fonctionnement des juridictions de droit commun et qui a été bien sûr vu et modifié par le Code de procédure civile de 1974. Là aussi, ce code, il contient des règles d'application immédiate en ce qui concerne la compétence des juridictions, c'est-à-dire qu'on teste que les tribunaux marocains, ils sont compétents, et en même temps, l'exéquatur, c'est-à-dire quelles sont les conditions d'accepter ou de ne pas accepter des décisions étrangères et les exécuter et les reconnaître et les exécuter sur le territoire marocain. Donc ça, en ce qui concerne le conflit de... Et sachant que quand on parle conflit de juridiction, il s'agit d'une période qui se pose avant même la qualification et même de résoudre le problème dans le champ ou sur le champ de conflit de loi. C'est-à-dire déjà le magistrat va être saisi par deux parties pour un conflit dans lequel il y a un élément d'extranité et il doit se poser d'abord la question, est-ce qu'il est compétent pour notamment se prononcer sur cette affaire ou non? Et donc cette compétence, la réponse à ces questions compétences, ça normalement elle est réglementée par le Code civil marocain. Mais on ne prend pas une règle de conflit pour dire est-ce que le juge marocain est compétent dans ceci ou dans cela. En ce qui concerne aussi toujours le deuxième domaine qui a été réglementé ou qui peut être réglementé par les États, et là l'État garde toujours sa souveraineté et il s'agit de la nationalité. Alors, c'est quoi d'abord la nationalité? Il s'agit d'un ensemble de règles qui déterminent l'allégeance d'un individu par rapport à un État, c'est-à-dire un lien juridique et social entre un individu et un État. Et toutes les règles relatives à la nationalité dépendent normalement de la nationalité, de la souveraineté de chaque État. Et donc, la nationalité, par exemple, marocain, et les règles d'avoir la nationalité marocaine, bien sûr, ce sont des règles internes, on peut le dire comme ça, d'application immédiate qui émanent de l'État marocain. Donc, c'est à l'État marocain de connaître ou de ne pas connaître, d'attribuer à une personne sa nationalité, soit à sa naissance ou en ce qui concerne l'acquisition ou la perte même de la nationalité. Ça, bien sûr, chaque État, il reste lié plutôt, ou doit respecter, pas lié, mais il doit respecter certaines normes au niveau international et certains principes relatifs aux droits humains. Par exemple, le droit de chaque personne d'avoir une nationalité, le droit de chaque personne de choisir sa nationalité ou de ne pas avoir telle nationalité, et aussi certains principes qui réglementent l'apatride, qui réglementent aussi le droit des réfugiés. Et donc, tous ces principes, les États doivent les respecter, mais en restant toujours libre de légiférer en matière de la nationalité, parce que qui dit nationalité d'un État dit aussi des obligations et de droits qui sont entre l'État et les personnes en question, c'est-à-dire des droits et des obligations réciproques, et ça soulève aussi le problème de la souveraineté de chaque État. Voilà ce qui est les sources de droit international privé, notamment le texte que j'appelle les textes de loi. Deuxième source, toujours interne en matière de droit international privé, c'est la jurisprudence. Pourquoi j'ai fait tout de suite, je passais tout de suite à la jurisprudence au lieu de passer par la doctrine, parce que la jurisprudence en droit international privé joue un rôle très très important. Et d'ailleurs, toutes les solutions et tous les principes et les normes qui sont réglementés, que nous trouvons en matière de droit international privé, sont de sources jurisprudentielles. Lorsqu'on veut parler de la fraude à la loi, par exemple, c'est l'affaire de la princesse de Beaufrémont. Quand on veut parler de problèmes de conflit de qualification, c'est l'affaire justement soit le cas de l'époux
le quart de l'époux ou l'époux maltais ou encore l'affaire Forgo et autres. Et donc toute la matière toute la matière de droit international privé et il est la source c'est la jurisprudence, c'est-à-dire ces solutions intelligentes des tribunaux qui ont justement forgé des normes, des solutions adéquates et que jusqu'à maintenant on les prend en considération dans cette matière qui est le droit international privé et notamment en matière de conflit de loi. Troisième source, toujours interne, c'est la doctrine. Alors, on dit souvent que le droit international privé, c'est un droit savant. Pourquoi? Parce que c'est une matière qui est aussi basée encore plus sur la doctrine. La matière de conflit de loi se prête bien plus que les autres branches de droit à ces écrits, à cette spéculation, j'allais dire, intellectuelle, et même à la construction du système. Et c'est ça qui explique le rôle important joué par la doctrine, notamment en matière de droit international privé. Et là, je fais allusion à plusieurs, si vous voulez, références doctrinales des ouvrages des auteurs en la matière, notamment Batifol et d'autres auteurs. En ce qui concerne les sources internationales, donc il faut souligner l'existence de plusieurs conventions et traités à caractère international. Et ils peuvent être des conventions bilatérales ou encore multilatérales. En ce qui concerne les traités bilatéraux, je donne l'exemple de la Convention franco-marocaine du 10 août 1982. À l'origine, c'était la Convention de 5 octobre 1937. Et maintenant, il a été revu par le 10 août 1982, cette convention relative au statut des personnes et de la famille qui nous donne justement des solutions lorsqu'il y a un conflit de loi dans lequel il y a deux personnes deux personnes qui ont soit la nationalité la nationalité française et l'autre la nationalité marocaine, où il y a un élément d'extranité notamment qui met en question ou qui fait appel à l'application d'une loi marocaine, de la loi marocaine ou de la loi française. Nous citons aussi d'autres conventions à caractère bilatéral, notamment la convention maroco-tunisienne de 30 mars 1952, relative aussi à l'exéquatur, et aussi la convention hispano-marocaine relative au statut des personnes et de la famille, mais aussi la convention belgo-marocaine qui aussi, comme la convention franco-marocaine, touche à la règle de conflit relative à la compétence des lois, c'est-à-dire la loi marocaine ou la loi belge, ou encore l'exéquatur et la reconnaissance des décisions et la compétence de juridiction des deux États. En ce qui concerne les traités multilatéraux, ces traités visent notamment des règles des valeurs universelles, mais ce type de convention, ce n'est pas toujours facile à les appliquer et à les, même si vous voulez, j'allais dire les produire, parce que, comme vous le savez, le droit international privé, c'est une matière qui touche justement certaines branches, notamment le droit de la famille. Et qui dit droit de la famille ou droit des personnes, il y a des grandes différences entre les États, mais aussi entre même les cultures. Ça dépend des régions. Par exemple, la polygamie, le divorce, l'adoption, c'est la garde d'enfants. Et donc, toutes ces institutions, et nous trouvons des grandes contradictions entre les pays, par exemple, musulmans, arabo-musulmans, qui de l'époux juridiction. Mais cela n'empêche qu'il existe des conventions à caractère international, multilatéral, qui ont pu quand même unifier le droit applicable dans certaines matières, notamment en matière de transport par chemin de fer, le transport justement routier, le transport aérien, la vente internationale d'objets mobiliers corporels,
Et donc, dans plusieurs domaines, nous trouvons des conventions qui contiennent notamment des solutions prêtes à appliquer. Et chaque État qui signe ou qui adopte, notamment ratifie cette convention, doit notamment appliquer ces règles d'une manière directe. C'est-à-dire qu'elles vont devenir comme des règles internes pour chaque État. En outre, il faut souligner aussi qu'il y a beaucoup des efforts d'unification des règles de conflit enfin, ces efforts ont été entrepris par la conférence de La Haye, notamment de droit international privé, et par d'autres organismes pour pouvoir donner une seule solution et une seule, si vous voulez, règle à appliquer. C'est pour harmoniser, si vous voulez, les droits ou les textes applicables et les solutions applicables lorsqu'il s'agit des conflits dans lesquels il y a ces éléments d'extranité, et notamment en matière commerciale. Nous trouvons ce type, si vous voulez, des règles unifiées en matière commerciale et en matière de droit des affaires. Il faut noter aussi à côté de ces sources une autre source qui est à caractère aussi jurisprudentiel, mais qui émane cette fois-ci des juridictions internationales. Cela constitue une source très importante quand même en matière de droit international privé et notamment en matière de nationalité et des conditions des étrangers. Et dans ce cadre, je peux citer quelques décisions, notamment la Cour internationale de justice, dans son avis de 7 février 1923, lorsqu'il est intervenu dans un différend entre la France et l'Angleterre au sujet de décrets français sur la nationalité en Tunisie et au Maroc, et qui énonce justement par cet avis de 7 février 1923 qu'en matière de nationalité, les États ne sont pas liés les uns vis-à-vis des autres par aucune obligation autre que celle qui résulte des traités. Autre exemple, dans l'affaire notamment Noutbon de 6 avril 1955, la Cour internationale de justice décide qu'un État ne saurait assumer la protection diplomatique d'un individu qu'il regarde comme son national, quand le bien de la nationalité est d'insuffisance effective, c'est-à-dire, et aussi la Cour de justice internationale limite la liberté des États quant à l'acquisition de la nationalité. Et donc, c'est ce type d'intervention par ces juridictions internationales, ils peuvent des fois toucher à ce que nous appelons, on a appelé tout à l'heure la souveraineté de l'État. En matière de conditions des étrangers, la Cour aussi a décidé, par exemple, que l'expropriation sans indemnité est différente au droit commun international, ce qui implique que les États ne sont pas libres de traiter comme ils veulent les étrangers. Arrêt du 25 mai 1926 relative à l'expropriation d'usines allemandes par la Pologne. Donc ça, en ce qui concerne les juridictions, la jurisprudence des juridictions internationales, il faut rajouter à cela la jurisprudence aussi arbitrale, c'est-à-dire les décisions qui émanent des instances arbitrales, tahkim. La Cour de justice internationale de justice n'étant ouverte qu'aux États et donc inapte à trancher toutes les questions de DIP, nées des relations d'affaires. Et donc, cela va faire appel justement en matière de commerce international. Cela va faire appel, bien sûr, à l'intervention des instances arbitrales. Alors, le commerce, par exemple, se faisait entre ressortissants de pays différents. Les tribunaux étatiques font objet de méfiance de la part de partenaires étrangers et la pratique s'est alors tournée vers l'arbitrage de droit privé dans les contrats notamment internationaux. Alors dans ce cadre, il existe des organismes permanents spécialisés dans l'arbitrage international. Les règles du fond applicables par les sentences arbitrales sont un mélange emprunté à la fois du droit international public, aux principes communs aux différents législatifs, aux principes généraux du droit et aux usages de commerce international. Il faut noter que les nombreuses sentences déjà rendues ont fini par dégager un certain nombre de règles communes et spécifiques au commerce international. On parle en ce moment-là, c'est-à-dire ces juridictions, ces solutions qui émanent justement de ces instances arbitrales. Ils font appel, si vous voulez, à ce que nous appelons la lex mercatoria, c'est-à-dire la loi du marché, pour justement
faciliter ce type de relations juridiques en matière notamment de commerce avec tous les caractères que connaît le commerce et notamment le commerce international. Aussi, quand on parle de droit international privé, il y a un élément très important qu'on doit souligner, à savoir les différentes branches techniques de réglementation en DIP. C'est-à-dire comment faire pour réglementer une affaire en matière de droit international privé. Quelles sont les techniques à suivre justement pour choisir telle loi et pour rendre justice, notamment en matière de droit international privé. C'est ce que nous allons voir sous ce petit titre ou cette séquence qui est les différentes branches techniques de réglementation en DIP.